mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, c'est encore un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pas, vous, hein. Bonjour à toutes et tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro d'On s'autorise à penser, consacré cette fois-ci à la littérature. Mon invité est Marie Cosnet. Bonjour. L'écrivaine Marie Cosnet, qui a publié il y a quelques mois le 3e volume d'une trilogie qui s'appelle Des îles. Mer d'Alboran, c'est le nom de ce 3e tome. La mer d'Alboran, c'est où ? Peut-être que tu peux nous dire d'abord. C'est la mer qui sépare l'Espagne, le sud de l'Espagne, jusqu'aux îles Baléares, de l'Algérie et de l'autre côté du début du Maroc, en fait. C'est autour du détroit de Gibraltar. C'est juste après le détroit de Gibraltar, jusqu'à l'équivalent des îles Baléares, à peu près. C'est l'extrémité du monde, ouest du monde méditerranéen. C'est exactement ça. Et on n'en parle pas souvent de cette mer-là. Non, le nom, je dois avouer que je ne connaissais pas avant de lire le sous-titre du livre. Les 2 premiers volumes de cette trilogie renvoyaient à d'autres îles. Il y avait Lesbos, il y avait les Canaries dans le premier, et puis il y avait l'île de Faisan au Pays Basque, entre la France et l'Espagne. On ne connaît pas non plus beaucoup. Pas tellement, un peu les historiens des relations entre la France et l'Espagne à l'époque sous Louis XIV. Dans chaque cas, il s'agit d'îles. Dans chaque cas, il s'agit de migrants. Dans chaque cas, il s'agit d'histoires de mort. Et dans chaque cas, il s'agit d'histoire tout court, à tous les sens du terme. J'aime beaucoup la fin du préambule qui dit « Comment meurt-on » dans ce 3e volume en faisant beaucoup d'histoires. La vie des morts est un récit sans fin. Oui, c'est très compliqué de devenir un mort. C'est très long. C'est à la fois le matériau qui prend forme littéraire ici, de l'actualité, et de l'actualité tragique, violemment politique, au fond, mais pas seulement. Ce sont des récits, et c'est de l'histoire dans les profondeurs épaisses du temps, puisqu'en fait, le livre commence centré donc, sur cette mer d'Alboran, par d'autres passages, par d'autres tragédies, par d'autres échanges qui ont eu là. Le premier chapitre est autour de la chute de Grenade, la fin de l'entité musulmane médiévale en 1492. Et puis, il est question aussi de la déportation, du transfert de centaines de milliers de Morisques, un siècle plus tard, à travers cette mer. C'est ça. Et puis plus tard aussi des républicains espagnols que l'on suit. Et enfin, des migrants d'aujourd'hui. Voilà, qu'on appelle les Aragas, les jeunes Algériens qui quittent l'Algérie pour arriver soit aux Baléares, c'est-à-dire en Espagne, soit à Almeria, Alicante, Almeria, quand ils sont partis d'Oran ou d'un petit peu plus à l'ouest, pardon. Et sur l'histoire des îles, tu notais la question des îles. Le projet au départ, c'était de tenter, de poser une question. C'était à chaque fois des questions. C'était de poser une question. La question étant, on savait ce qu'était devenu l'île de Lesbos, l'île de Chios, après les accords entre la Turquie et la Grèce. Et 2018 à peu près, 2017 même, 2018, on oublie beaucoup cette route, mais c'est surtout la route atlantique qui est empruntée, en tout cas, par les personnes venues d'Afrique de l'Ouest. Ils partent soit de Mauritanie, soit du Sahara occidental, soit un peu plus haut du Maroc, pour arriver sur les îles Canaries, puis après ils vont être envoyés en péninsule, et puis après ils suivent leur chemin. Et la question qui se posait, c'est est-ce que l'Europe va imposer à l'Espagne la même chose qu'elle a imposé à la Grèce à un moment donné, à savoir que l'île serve d'enfermement, en fait. Et quelle est la fonction d'une île ? À la fois être à l'intérieur de l'espace Schengen, oui, mais à la fois pas tout à fait. Donc, qu'est-ce que c'est que cette fiction, en fait, d'espace Schengen, et qu'est-ce qu'on peut faire de ça ? Ça, c'était l'idée avec laquelle je suis partie. Et du coup, l'idée, c'était, en effet, c'est pour répondre ça commence par Lesbos, après, je vais sur les îles espagnoles, et l'idée, c'était d'aller aussi sur une île italienne, ce que je n'ai pas fait, parce que la route espagnole avait beaucoup, et puis le Covid est arrivé aussi au milieu, qui a fait que les déplacements étaient plus compliqués pour ceux qui ont plus l'habitude de se déplacer facilement. Et donc, le projet a été remanié aussi parce qu'il y avait vraiment de quoi faire sur cette route. Et puis, sont arrivés, comme tu le disais, les morts. Et alors,
c'est une enquête. Hein. Je crois, C'est un reportage. Oui. Tu pars, on te voit à Séville, on te voit faire toutes sortes de rencontres, toutes sortes de personnages bien réels que tu as rencontrés, avec lesquels tu as échangé, ou des acteurs de cette histoire sont mis en scène. Oui. C'est à la fois, je disais, un reportage et un travail d'écriture. Oui. Oui, je crois. C'est-à-dire, je pars pas sans, comment dire, sans idée ou sans. Je pars pas toute seule en fait, avec mes cahiers de notes, etc. Je pars avec quelques idées préalables et puis surtout des personnes qui m'ont demandé d'aller sur cette route. À chaque fois, c'est ça. C'est la même chose dans le premier tome, dans le deuxième tome, et puis dans celui-là aussi. Et dans celui-là, je pars avec on va dire autour de trois grandes idées. La première, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, à savoir, oui, ces routes sont empruntées, en tout cas quand il s'agit de la mer d'Alborán, par énormément de jeunes Algériens, jeunes et moins jeunes quelquefois, mais en majorité des jeunes, qui arrivent en Espagne et dont on ne parle pas du tout, jamais. On va parler des morts en Méditerranée, on va parler plus rarement des morts en Atlantique. En revanche, la migration algérienne, on n'en parle jamais, jamais, jamais. Or, on peut le voir après dans les index, il y a énormément de bateaux qui quittent l'Algérie pour les côtes espagnoles, et Andalouse et côté Baléares. Et donc, je pars avec notamment une histoire qui est en cours, l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Hamza Kenish et qui hélas, dont le bateau est arrivé. Donc, c'est pas le cas le plus fréquent, parce que son bateau à lui est arrivé, mais lui manque à l'appel. Et donc, on a compris, et ça, je pense que c'est dans le deuxième volume, on comprend petit à petit que s'il manque à l'appel, c'est qu'il est tombé au moment du débarquement, puisque la police arrivant, le garçon qui conduisait le bateau a paniqué, puis est reparti très très vite, donc il a fallu sauter. Et c'est un endroit en Andalousie où la côte est très accidentée de rochers, etc. Donc, il se noie. Il y a des témoins qui l'ont vu se noyer, mais comme toujours, quand on est survivant, c'est très, très compliqué de porter cette parole quand on est un survivant illégalisé, qui n'a pas le droit qui a peur, en tout cas, en arrivant en Europe, de porter déjà un délit, d'avoir vu un mort, d'avoir assisté, en fait, à ça. Et donc, c'est très compliqué, même pour la famille, d'accéder à l'information. Et puis, on finit par accéder à l'information. Et puis après, avec une avocate de Grenade tout à fait formidable, qui s'appelle Marta de la Mata, on arrive à faire identifier son corps, parce que ça, c'est toute une histoire. Et après l'identification, à faire un rapatriement entre l'Espagne et l'Algérie. Et c'est aussi toute une histoire, puisque c'est un moment où il y avait très, très peu de vols. Et puis que l'Espagne et l'Algérie, sous fond de crise autour du Sahara occidental, c'était pas la joie, puisque bon bref, c'était compliqué. L'Espagne avait lâché le Sahara occidental, etc. Bon. Et donc on parvient à faire ça. Donc je pars avec cette histoire. Je pars avec l'histoire de notre garçon qui s'appelle Souaïbou Bila, qui est mort dans la Bidassoa, qui est le fleuve qui sépare l'Espagne de la France, sur laquelle est l'île des Faisans, la fameuse île qui est 6 mois de l'année française, 6 mois de l'année espagnole. Et lui, il meurt là, à force de pushback. Alors, on n'appelle pas ça de pushback quand c'est dans la Bidassoa, mais pourtant, c'est ça. C'est-à-dire que pendant 1 an, cette frontière-là, entre Irun et Hendaye, a été complètement fermée. Et pendant 1 an, il y a eu plus de 10 morts, 10 plus un disparu, plus un blessé aussi, très grave. Donc cette frontière fermée complètement, Schengen, à l'intérieur, l'espace Schengen, des morts dont les parents ne pouvaient pas imaginer la mort, puisqu'ils disaient « mais là, il n'y a pas la mer, il était arrivé en Europe ». Qu'est-ce que c'est cette histoire? Ce sont des jeunes qui ont survécu à l'océan, quelquefois après avoir été sauvés dans l'océan Atlantique, et qui tout d'un coup meurent entre l'Espagne et la France, en fait, pour un caprice qui, pendant 1 an, ferme les frontières, qui aujourd'hui sont réouvertes et qui avant l'étaient. Donc mort, on ne va pas dire pour rien parce que ça ne veut rien dire, mais enfin, de cette manière qui nous paraît, qui est tellement violente et tellement absurde, en fait. Et donc je partais avec l'histoire de Souaïbou parce que lui, on n'a pas réussi à obtenir de la juge d'Irun son identification officielle.
Ce qui veut dire que même si on n'a pas de doute, puisqu'on avait tout, son téléphone portable, son carnet de vaccination, le témoignage de ses amis qui savaient que c'était lui parce qu'il passait il était censé passer l'Abidasso à ce moment-là. On savait très bien d'où il venait. Il travaillait à Almeria sous les serres, les fruits et légumes, et il partait à Paris pour travailler dans la maçonnerie. Et il se débrouillait. Il avait comme ça une vie en Europe, de boulot en boulot, comme saisonnier en fait, là où il y a du boulot, parce qu'il y a du boulot, et qui travaillait énormément depuis déjà 4-5 ans. Et donc on sait que c'est lui. Une juge bloque l'identification plus par ignorance que par mauvaise volonté, on va lui laisser ça, parce qu'elle est persuadée qu'il lui faut des façons objectives et scientifiques de prouver la mort, ce qui en soi n'est pas absurde, c'est pour ça qu'on lui laisse le bénéfice du doute, ADN ou empreinte. On n'a ni l'un ni l'autre, puisque les empreintes ne sont pas prenables, vu qu'il est resté longtemps dans l'eau. L'ADN... histoire de fou, pour arriver entre la Côte d'Ivoire et l'Espagne à comparer de l'ADN avec un frère. Donc, c'est en cours, parce qu'on essaye bien de faire jurisprudence là-dessus, mais ça fait très longtemps que c'est en cours. Voilà. Et donc, je partais avec ces deux histoires-là. Je partais avec des personnages qui entourent ces histoires-là, des gens de la famille, en fait, qui attendaient des résultats, en fait, et dont l'un, que je vais nommer, qui s'appelle Riyad Lichani, qui est un jeune homme qui a perdu son frère sur cette route-là, et qui est un grand lanceur d'alerte, on peut le dire comme ça, je pense, puisque il ne cesse, en fait, de dédier sa vie, maintenant que son frère est mort, à la reconnaissance de ces crimes-là, parce que ce sont des crimes en fait européens, et à la demande, il n'a de cesse que de demander, que de tenter de mettre en œuvre via des associations des protocoles en fait d'identification simplifiés, des attestations de la part des autorités espagnoles et européennes de disparition, pour que les familles cessent d'attendre, pour que les disparus deviennent des morts qu'on peut prier. Voilà. C'est son grand objectif. Donc, je partais avec Riyad aussi. Enfin, Riyad par téléphone, par WhatsApp, par Messenger, par toutes les manières dont on pouvait communiquer. Je partais aussi avec cette idée que tu as évoquée c'est une route dont on ne parle pas beaucoup et qui pourtant a été très traversée. Donc, par les républicains espagnols. Donc, à Séville, on rencontre Cecilio Gordillo avec Hélène Combe qui me met sur ce chemin-là. Des républicains qui partent de ce côté-là à l'époque. Dès 1936, Dès 1936. Première défaite. Oui, sud de Séville, et hop, les gens partent. Et déjà. là encore, comme pour ces jeunes gens d'aujourd'hui, tu tires les fils et tu cherches à rendre justice aux morts, à des morts, à tel maçon qui s'est engagé, qui a été blessé, qui a essayé de traverser, ou qui a réussi, ou je ne sais plus si c'est lui ou son frère, lui a réussi. Ouais. Et le frère, après, a une histoire assez grandiose, puisqu'il a fait partie de la résistance, la bataille de la Madeleine. Enfin, c'était des grands leaders. Et on voit son frère, en fait, sur un petit bateau de pêche qui part, je crois, d'Alicante. Je ne sais plus si c'est Alicante ou Almeria, mais en fait, ce sont les mêmes ports d'arrivée que les ports de départ de l'époque. Et le bateau fait naufrage. Et le bateau est sauvé par un cargo hollandais qui s'appelle Ulysse. Alors, c'est un hasard, mais pourtant c'est vrai. Et ce qui m'intéressait, moi, c'est que, rencontrant Cecilio Gordillo, qui s'occupe de la mémoire historique à Séville, lui a fait ce travail d'archives, en fait, puisqu'il est venu aux archives à Paris avec d'autres fils de républicains. Tu racontes qu'il se met à dépouiller la presse coloniale, c'est-à-dire en fait des données gigantesques et que tout le monde s'y met autour de lui au dépôt d'archives de Fontainebleau. C'est les Espagnols, c'est les républicains espagnols, ils essaient de trouver ce nom. Ce nom-là, et ils le trouvent, ce nom-là, et il est là. Et retrouver un nom, c'est symbolique, évidemment, c'est important, mais c'est pas que ça. C'est aussi que derrière, il y a des droits.
là, en l'occurrence, une pension. Dans le cas de Souhaïbou Bila, il a peut-être des enfants qui un jour auront besoin de savoir que leur père est mort pour pouvoir hériter de ceci, de cela. Donc du coup, la reconnaissance, en fait, elle est très pragmatique aussi. Mais à un moment donné, j'ai pensé, en te lisant, à Michon. Ça m'arrive souvent de penser à Pierre Michon, à son style, en te lisant. Mais là, c'est plus pour un titre, les 9 passages du Causse, c'est-à-dire un même lieu qui est traversé d'époque en époque, au Moyen-Âge par des moines, à la fin du 19e siècle par un instituteur qui fait de la préhistoire. Là, c'est pas le Causse, c'est la mer d'Alboran. Mais à chaque fois, ce sont des passages, ce sont des morts auxquels tu cherches à rendre justice et dont tu fais revivre les histoires. Oui, ce sont des morts à chaque fois, et c'est aussi à chaque fois une histoire coloniale, en fait, puisque quand ce sont les républicains qui partent en 1936, l'Algérie est française. Et ce qu'ils reçoivent comme accueil, on le sait, c'est pas de l'accueil. Enfin, ils restent sur les bateaux longuement. Et puis après, quand ils arrivent, ils sont dans des camps. Et puis, etc., etc. L'histoire de l'exil des Morisques au début du XVIIe, c'est aussi une histoire de conquête qu'on a appelée la Reconquête, mais enfin qui est quand même une conquête catholique, des rois catholiques. Et donc, la violence de cet exil-là, là aussi, je cherchais un nom, et c'est compliqué de le trouver. Les Morisques, ce sont, je pense qu'il faut expliquer de qui il s'agit. Ce sont les musulmans qui vivaient en Andalousie et aussi dans le royaume de Valence, et aussi, etc., et qui ont été obligés d'abjurer leur foi pour pouvoir rester en Espagne, à qui on a promis à ce moment-là des droits, alors avec évidemment des discriminations, etc. Mais à condition qu'ils se convertissent au catholicisme. Qu'ils se convertissent. Et puis il y a eu une grande révolte, en fait, puisque les conditions n'étaient pas respectées de la part des catholiques, notamment. Et puis de toute façon, les gens n'abjurent pas leur foi comme ça. Enfin, il n'y a pas de raison. Et donc, ils restent suspects de toute façon, puisqu'il n'y a pas la pureté de sang. Voilà. Quand bien même ils ont abjuré, ils ne peuvent pas se fondre dans la logique de cette Espagne catholique. Ça ne veut jamais rien dire d'abjurer, puisque une fois que tu as abjuré, il faut que tu abjures encore et encore et encore. Et reste suspect. Ouais. Le soupçon sera toujours là. Et donc, il y a une révolte qui est la guerre des Alpujarras, qui est autour de Grenade. Et après cette guerre-là, tout le débat, c'est qu'est-ce qu'on en fait, en fait? On s'en débarrasse. L'exil, finalement, c'est la réponse la plus soft qui est faite, parce que tout a été pensé. Peut-être des exilés, je ne sais plus où, je ne sais plus si c'est en Argentine ou je ne sais plus où, mais aussi s'en débarrasser complètement, savoir faire un génocide. C'est la version soft de l'extermination au sens littéral du mot latin, c'est-à-dire débarrasser un territoire d'une présence, que ce soit par l'exil ou par le massacre. C'est ça, voilà. Et donc, il y a plus de 200 000, je crois, morisques qui, début XVIIe siècle, vont passer cette mer d'Alboran et être exilés, donc perdre leur terre et se retrouver en Afrique du Nord. Certains en Afrique du Nord, d'autres dans l'Empire ottoman, puisque l'Empire ottoman, en ce moment-là, il y a un statut qui est pas le pire des statuts pour les Andalous, comme on les appelle, les Morisques andalous. Voilà, certains autres passent en Europe aussi, en France notamment. Voilà. C'est, je crois, ton 30e livre depuis une vingtaine d'années. J'arrive pas celui-ci. Tu es donc une écrivaine prolifique. Tu as fait notamment aussi des traductions, pas seulement des récits, et une mémorable traduction d'Ovide, monumentale traduction des Métamorphoses d'Ovide. Des livres déjà centrés sur une matière historique. Il n'y a pas si longtemps, je crois en 2018, il y a eu Éléphantesque, un livre qui m'a profondément marqué, qui est encore une manière de vouloir rendre justice à un mort, à un jeune mort, mort M-O-R-T, non pas mort cette fois-ci, un jeune résistant du Médoc, qui se trouve à la suite d'une dénonciation, déporté, qui survit 1000 morts, mais qui finit par mourir à son retour à l'hôpital, parce qu'il est trop marqué. À quel moment est-ce que tu as choisi l'histoire d'une certaine façon? Et est-ce que ces morts qui sont l'histoire et qui sont auxquels tu rends leur vie,
À quel moment pourquoi est-ce que ce sont eux principalement les matériaux de ton écriture? C'est peut-être une question trop intime, je ne sais pas, ou trop directe. C'est difficile. Sur l'histoire, je pense que cette immersion dans le présent, le plus contemporain et le plus effrayant pour moi, en fait, parce que dans les 3 volumes des îles, mais avant ça, il y avait pour moi une activité aux frontières. Hein. Je ne suis pas arrivée en disant je vais écrire aux frontières. De militante. De militante, voilà. Donc, mais l'écrire, c'était restituer dans peut-être tout son chaos. C'est pour ça que quelquefois le temps est perturbé dans l'écriture, dans la narration, parce qu'en fait, parce qu'il y a toujours des va-et-vient. C'était tenter de restituer au plus ras de ce qui se passe, de l'événement, la folie de ce qui se passe. Voilà. Et cette folie, quand elle t'attrape, quand tu en es partie prenante, même à la place que tu occupes, c'est-à-dire la place moins affectée, évidemment, 100 000 fois moins affectée que chacune des familles dont il est question ici, mais malgré tout affectée, malgré tout faisant avec. Et je ne sais pas pourquoi si affecté, mais ça, c'est comme ça. Et ben, le présent, tu le prends dans la figure totalement. Et c'est très... Il est gros de futur. Il est gros d'un futur qui, moi, me fait très peur aujourd'hui. Alors, que faire lorsque ton présent devient impossible parce que tu as tout pris comme ça et que le futur t'effraie? Alors, il reste le passé pour s'appuyer un petit peu, et le passé, et donc l'histoire. Non pas pour... C'est comme avec les antiques, on me demande, les antiques, les anciens, ils ont tout dit sur les mythes, sur le mort, sur ça. Non, ils n'ont pas tout dit. Ce sont des questions qui restent des questions qui sont ouvertes. Mais là, c'est la même chose. C'est pas le passé pour en tirer des leçons. C'est pas ça que je veux dire. Mais c'est pour en tirer des histoires. Pour en tirer des histoires, et puis pour avoir un deuxième pied, quoi. Pouvoir rester un tout petit peu debout. Alors, ce livre et cette écriture, finalement, c'est à la fois c'est à la fois du militantisme, c'est à la fois de l'engagement politique, personnel, vécu, de l'action, et en même temps, c'est du texte, c'est de l'écriture, ce sont des histoires. Il y a une série d'annexes à la fin. Une liste des bateaux qui ont disparu telle qu'elle a pu être établie. Ouais, je vais te laisser en parler, tu en parleras mieux que moi. Il y a plusieurs annexes. Il y en a une, c'est la liste des bateaux disparus au départ de l'Algérie ces dernières années, établie par Riyad, sachant qu'elle n'est pas exhaustive du tout, puisque ce sont les bateaux dont Riyad a eu connaissance. Il a connaissance de beaucoup, mais enfin... et les bateaux aussi dont les familles ont accepté d'apparaître sur la liste. Donc ça fait beaucoup de choses qui manquent. Je donne un exemple, c'est qu'à la librairie Terra Nova, la dernière fois, il y avait la maman, le beau-frère et la sœur d'un disparu d'un bateau que nous n'avions pas sur la liste, qui sont venus écouter le débat à la librairie, parce que je ne savais pas qu'ils habitaient Toulouse, mais ils habitent Toulouse et ils sont venus pour ça. Ce qui était extrêmement bouleversant et plus que ça encore. Voilà. Et... il y a une liste qui est faite, mais on a choisi... alors ça, c'est important, parce qu'on a choisi, en fait, de montrer les photos des disparus de la route tunisienne. On fait un petit peu quelque part vers l'est, comme ça, de la route tunisienne, mais en 3 mois seulement. Des photos qui nous arrivent à nous... on est quelques-uns, donc il s'agit ici de Maria Ouko, qui est une militante aux frontières très active, de Marie Dupont, qui est la même chose, et puis de moi-même, et de Hervé Zoumoul aussi, je les cite parce que c'est tout un travail qui se fait ensemble. Et ce sont des photos qui sont envoyées par les familles vers nous, vers les WhatsApp, vers les réseaux sociaux aussi. On a choisi juste 3 mois de disparition, et on a je ne sais pas combien de pages de photos et de disparus. Et en fait, l'idée, c'était évidemment d'alerter pour montrer à quel point il était même... que tout chiffre, tout nombre qu'on donnerait serait bien en deçà des nombres de morts et de disparus aux frontières, mais aussi pour montrer que, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, même dans les mieux intentionnés,
Les gens ont la parole. On dit toujours ils sont invisibilisés, ils n'ont pas la parole. Mais c'est faux. Ils ont la parole sur des médias que vous ignorez. Ils ont la parole, mais vous n'entendez pas. Ils ont la parole, mais vous ne savez pas où l'écouter, en fait. Ce qui n'est pas coupable en soi de ne pas savoir où l'écouter. Mais ils ont la parole et ils cherchent leurs enfants. Voilà, ils cherchent leurs enfants, ils cherchent leurs frères, ils cherchent leurs sœurs. Et voilà. Et ça, c'était ce constat-là. Donc ça, c'est une deuxième annexe avec aussi les petites phrases qui apparaissent sur Ce que tu as pu glaner, en fait, de chacun. Voilà, ce qu'on a pu glaner et que Maria Ouko a mis en tableau. Alors, 26 février, Sfax, 34 personnes, 188 enfants, 3 ans, 10 ans, 2 femmes enceintes, 34 morts. Disparus en février sans date précise. Alors, et là, on met des noms parce que les noms de ceux qu'on a pu, mais on sait qu'un bateau a disparu. Voilà, 6 mars, 40 personnes, 14 femmes, 26 garçons, 3 bébés. Tout ça, on appelle ça les convois, en fait. Les convois de disparus ou de morts. 6 mars, toujours disparus, 40 personnes, 24 garçons, 16 femmes, 6 enfants. 7 mars, 37, 11 femmes, 5 enfants. Et c'est comme ça qu'on sait... désigner les bateaux par le nombre de personnes, par l'endroit de départ et par le nombre de femmes et d'enfants, et parfois de bébés. Donc ça nous paraissait... En annexe, il y a aussi une lettre qu'on a écrite avec l'avocate dont j'ai déjà parlé, qu'on a écrite à la Junta d'Andalusia, au gouvernement andalou, en fait, parce qu'on s'est rendu compte en menant cette enquête, et ici, encore une fois, c'est Riyad qui en avait l'intuition, et moi, un peu naïvement, je lui disais, ce n'est pas possible, Riyad, que des corps, parce que lui, il a compris que son frère était mort et que beaucoup de jeunes étaient morts dans l'eau, étaient restés dans l'eau. Malgré tout, il espère toujours qu'on trouvera des traces sur les rivages, dans les chambres, dans les entreprises funéraires, dans des morgues, peut-être enterrés, mais que de l'ADN a été pris, parce que c'est la loi, normalement, on prend de l'ADN avant d'enterrer quelqu'un, et que donc on pourra savoir où a été telle personne, plus tard, quand on aura réussi à faire comparer l'ADN entre 2 pays qui ne veulent pas le faire, ensemble en tout cas. Et on se rend compte, en fait, que on a au moins 2 cas pour lesquels on a des certificats d'inhumation, crémation. Et Riyad dit, ils ont brûlé les corps. Et moi, j'ai dit, c'est pas possible. Pas possible, parce que pour brûler un corps, il faut l'autorisation de la famille. Et pour avoir l'autorisation de la famille, il faut que le corps soit identifié. Et on n'a rien de tout ça. Donc, ce n'est pas possible. Et il m'a dit, Marie, on a brûlé les corps. Et renseignements pris, enquête menée, avocate à la rescousse. En effet, au moins 2 corps qui n'avaient pas encore été identifiés, mais qui ont été identifiés alors qu'ils étaient déjà incinérés, ont été incinérés en Andalousie. Au préalable. Au préalable. Illégalement, donc. Oui, illégalement, puisque sans autorisation. Or, des corps musulmans, des garçons musulmans, dont les familles voulaient tout sauf ça, en fait. Et du coup, pour nous, c'était une espèce d'outrage, en fait, d'une offense immense, un choc pour moi... Voilà, j'avoue ma naïveté là-dessus parce que je ne pouvais pas l'imaginer. Et quand l'avocate m'en a parlé, alors en off, par téléphone, elle m'a expliqué que c'était parce que en Andalousie, les machines à incinérer ne fonctionnent pas si bien que ça, parce que personne n'a envie d'être incinéré, même les catholiques en fait, ils n'ont pas très envie d'être incinérés. Et donc il fallait du matériel pour faire fonctionner les machines. Ah oui. Oui, voilà. C'est ça, pour que les incinérateurs fonctionnent. Pour que les incinérateurs fonctionnent. On a trouvé des corps qui se trouvent être des corps. Alors, comme ils l'ont expliqué, comme l'entreprise funéraire l'a expliqué, c'est pas parce que c'était des corps de Haraga, c'est vraiment parce que c'était des corps non identifiés. Ils étaient non identifiés, mais ils ont été identifiés juste après. Coup, oui. Juste après, ouais. Oui. C'est long, une identification. Parfois, ça peut prendre 1 an. La police demande, mais il faut, après que les autorités algériennes répondent, on ne sait pas si c'est l'Algérie ou le Maroc, donc on essaie un pays, et puis l'autre, et puis on attend, etc. Tout ça est très long. Et donc, voilà. Et donc, on a fait une lettre après commune qu'on a traduit en français pour la mettre en annexe aussi. Et on en est là. Donc, c'est un travail presque en cours encore. Où on voit les dessous, en fait, du travail. Quand on veut
dire quelque chose et arrêter de passer sous silence ce carnage silencieux quotidien, souvent l'argument pour se défausser, c'est « Ah ben les passeurs ne devraient pas faire passer les gens et ce sont eux qui sont responsables ». Au lieu de mettre en question la situation des pays du Sud, la situation géopolitique qui conduit ces gens à être prêts à mourir pour partir, plutôt que de poser ces questions-là et celles de leur accueil. Oui. L'argent que donne l'Europe pour refouler plus dans le Sud, voilà. Toujours et toujours. On va aller dire donc que le problème, c'est les passeurs. L'armement aux frontières, finalement, toutes ces frontières qui sont... voilà. Alors, les passeurs font passer, la plupart du temps. Les passeurs, la plupart du temps, ne sont pas... En tout cas, il y a des escrocs, évidemment. Il y a des gens qui profitent et comme... Chaque fois qu'un commerce est illégalisé, bien sûr qu'il y a des transgressions et des mafias et tout ce qu'on veut. Mais le projet du passeur, c'est de faire passer. Et si on se rappelle les passeurs qui faisaient passer dans les montagnes, en tout cas au Pays Basque, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils faisaient que ça. C'était devenu, si on veut le faire bien, il fallait qu'ils fassent que ça. Parce que c'est dangereux, parce qu'ils risquent. Alors, autrefois, la mort. Ici, la prison... au Maroc, c'est pas rien non plus. Donc, ils risquent beaucoup, en fait. Et donc, s'ils veulent le faire bien, il leur faut de l'argent, en fait. Donc, se faire payer, si c'est se faire payer raisonnablement selon un marché qui fluctue, mais qui est hyper capitaliste, comme tout ce qu'on vit, en fait, c'est pas hallucinant qu'ils se fassent payer non plus. Mais tout ça... pas pour défendre les escrocs, parce qu'il y en a qui partent avec l'argent, il y en a qui mettent trop de monde dans les bateaux et ça ne peut pas marcher. Mais s'ils mettent trop de monde dans les bateaux, c'est parce qu'ils savent que le lendemain, il y aura la police aussi qui va venir pour défaire les camps qui sont là. Et tout ça est un enchaînement. Et non, le passeur n'est pas le responsable. Le passeur fait partie, hélas, d'un système... C'est une pièce d'un dispositif qui est mise en place, non pas par les passeurs, mais par les États, principalement, puisque c'est quand même d'eux qu'il est question. Oui. Et il y a de très bons passeurs. Alors oui, il y a des escrocs. Et il y a des escrocs côté européen aussi, lorsque, par exemple, dans l'autre sens, les corps ne peuvent pas circuler. Donc, comme on l'a dit, les corps morts sont empêchés de rapatriement pour plein de raisons complexes. Et donc, il y a des gens qui sont... Sur cette frontière-là, je vois bien l'idée de quelqu'un là qui se met à la place du droit, en fait, qui est absent, du protocole qui n'existe pas, de la question à laquelle il n'y a pas de réponse, et qui va tenter, du moins au début, sans doute avec bonne volonté au début, de donner des réponses. Parce que lui, cette personne, est entre les mondes. Donc, soit fait souvent des voyages, soit espagnol-algérien, soit espagnol, mais peut aller en Algérie facilement, ou au Maroc, mais plus souvent en Algérie. Voilà, donc il y a tous ces gens-là qui sont entre deux mondes. C'est ça un passeur, c'est quelqu'un qui est entre deux mondes et qui connaît bien les deux mondes. Donc ces passeurs-là vont tenter de faire passer les morts. Là aussi, il y en a qui le font pas trop mal en prenant de l'argent. Mais ma foi, si ça prend 3 mois plutôt qu'1 an le rapatriement, moi, après tout, moi, je trouve ça, pour les familles, c'est consolant, parce que c'est déjà très long, 3 mois. Mais il y en a d'autres qui vont le faire. Peut-être on peut leur laisser aussi ce doute-là. Peut-être qu'au début, ils pensaient aussi faire bien, et puis ils n'ont pas su, parce que tout jeune, être à cet endroit-là et devoir répondre à une demande pressante des parents, angoissés, et souvent dans la négation aussi, parce que les parents en question, un jour, ils vont croire que l'enfant est mort, mais le lendemain, ils n'y croient plus, ce qui était mon cas aussi. Je les comprends tellement que moi-même, en fait, quand je cherchais quelqu'un, je pensais que la personne allait revenir. Donc, comment un parent ne peut pas ne pas espérer, alors qu'il n'a pas de trace, que son enfant va revenir? Donc, il faut faire face à tout ça, et ça demande énormément de savoir et de maturité aussi, et de quitter tout un tas de sentiments de puissance. Enfin, c'est très, très, très difficile. Et donc, tous ces gens-là n'ont pas su quitter tous ces sentiments-là et se sont mis à promettre, en fait, qui des tests ADN faits au pays, en Algérie, qui après, je vous assure, serviront en Espagne, mais pas du tout, parce que test ADN, il faut qu'il se soit encadré par la loi. Donc, test ADN, ça veut dire payer. Ça veut dire des familles qui ont payé pour rien, en fait. Mais après, ils sont allés plus loin. Nous avons trouvé des os. Ce sont les os de vos enfants. On va vous les envoyer, mais envoyez l'argent. J'ai des vidéos où on entend le naufrage.
Donc, envoyez de l'argent et on va vous envoyer la vidéo. Oui. Voilà, Francisco d'Almeria, qui travaille à Almeria. Voilà. Toutes ces choses-là qui se sont donc voilà, ça c'est un commerce absolument sordide. C'est un commerce sordide que Riyad Lishani a réussi à défaire. Continue, mais enfin il a commencé en fait à égratigner tout ça par l'enquête que nous menons ici dans ce livre-là, qui a été suivie par une enquête journalistique par El País, The Guardian, Arte, et on attend la suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Marie Cosnet, je recommande évidemment la lecture de ces 3 volumes. Ça peut paraître sinistre parce que c'est tragique, parce que ce sont des histoires de mort. En réalité, c'est plein de vie. Oui. C'est plein de vie et ça se passe en ce moment. C'est aussi une œuvre militante. C'est à la fois un plaisir de lecture et, j'allais dire, presque un devoir politique que de lire ces histoires des îles. 3e volume, Les îles et la mer d'Alboran. Merci beaucoup, beaucoup. Merci Marie.